Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo sur les mémoires transgénérationnelles. Alors je fais cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, qui vous interpelle, et je le comprends parce que le fait de se dire qu'on hérite, un peu comme on hérite d'un bagage génétique, on hérite de mémoires transgénérationnelles de nos aïeux et parfois des mémoires qui viennent sur lesquelles on peut remonter à vraiment beaucoup de générations, mais ça nous fait un petit peu peur. On a un petit peu peur d'être bloqué dans notre vie par ces mémoires, comme l'impression d'une énergie en nous qui agit malgré nous. Alors je vais aller éclaircir un petit peu tout ça, selon moi, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à mes expériences, également dans la thérapie, un petit peu qu'est-ce que c'est que ces mémoires, d'où elles viennent, comment elles nous impactent, et puis comment couper aussi avec ces mémoires. Donc déjà, qu'est-ce que c'est vraiment qu'une mémoire transgénérationnelle ? Alors, il s'agit d'une expérience qui a été vécue par une personne de vos ancêtres. Parfois, pas directement les directs, arrière, grands-parents ou voilà. Ça peut être aussi des grands-tantes, grands-oncles, arrière-grands-tantes, cousins. Enfin voilà, ça peut être aussi également venant de la famille éloignée. Donc effectivement, il y a cette idée de transmission d'un bagage, cette fois qui n'est pas génétique, mais plutôt un bagage psychique et émotionnel. Donc c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement, un moment, pour une personne de votre filiation. Cet événement, il n'a pas été liquidé. Cet événement a généré des émotions importantes. Ces émotions ont été donc mal vécues, plutôt refoulées. Et c'est pour ça qu'elles sont pas liquidées, elles sont refoulées, ce qui ne s'exprime pas, a tendance à plutôt s'imprimer à l'intérieur, dans le corps. Et ensuite, il y a une transmission de cette mémoire, effectivement, de génération en génération. Alors, c'est pas tout à fait comme une transmission génétique, quoique aujourd'hui, il commence à sortir des études sur l'impact émotionnel sur les gènes et sur la génétique, et donc quelque part, ces gènes qu'on va transmettre ensuite, donc quelque part, si il peut y avoir quelque chose d'un peu génétique dans la transmission des mémoires, mais c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc on va parler vraiment de la mémoire au point de vue vraiment psychique. Déjà, comment se transmet la mémoire? Alors il y a plusieurs choses à savoir. Vous avez un esprit individuel et il y a une sorte d'esprit un peu collectif de votre famille. Et ce qui s'est passé est engrammé, inscrit dans quelque chose de collectif, dans une espèce de... On pourrait appeler ça une sorte de grimoire collectif, un inconscient en tout cas collectif de la famille. Ensuite, il faut savoir que ce qui n'a pas été exprimé directement, soulagé, ce qui n'a pas sorti, a tendance à s'imprimer, alors à la fois de manière somatique, mais on a tendance aussi à l'exprimer de manière complètement indirecte et implicite. Et c'est cette implicite qui reste camouflé dans le langage, dans les choix, dans les actions, qui va se transmettre. C'est-à-dire que, par exemple, une femme ayant eu certaines souffrances qui ne sont pas liquidées, ça va emmener des micro-changements, même des fois plus que des micro-changements d'ailleurs, dans son comportement, dans sa manière de voir la vie, dans plein de choses, comme ça, dans sa manière de se voir elle-même dans sa vie. Et en ayant des enfants, finalement, tous ces changements, toutes ces attitudes, ce regard, tout cet impact, il va être transmis. C'est-à-dire que déjà, la mère va pas s'occuper de son enfant exactement de la même manière, elle va pas lui dire les mêmes choses, elle va pas lui transmettre la même éducation. Donc déjà là, il y a un impact à ce niveau-là. En plus de l'impact lié à ce fameux inconscient collectif. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de la même manière que les gènes, d'ailleurs, voilà, vos parents avaient un bagage génétique, vous n'avez pas pris l'entièreté du bagage génétique, vous avez pris une partie venant de votre mère, une partie venant de votre père biologique. Sur les mémoires, il y a quelque chose un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que on ne prend pas l'entièreté du bagage des mémoires de sa famille, heureusement, fort heureusement, on ne prend qu'une partie. Et c'est là où la partie que vous avez prise, ça dépend un petit peu de vous. Il y a des choix, alors je dis entre guillemets, mais effectivement, il y a une perméabilité, plutôt on va parler de perméabilité inconsciente, psychique inconsciente, qui a laissé passer
une mémoire ou non. Et ça s'est fait vraiment déjà la vie intra-utérine, les premiers mois. Et puis après, voilà, dans la petite enfance, il y a ces mémoires-là qui sont transmises. Alors, les parents qui sont eux-mêmes porteurs des mémoires transmettent les mémoires à leur propre insu. Je l'ai dit, dans l'implicite, du langage, de l'attitude, dans des non-dits, dans des tabous, dans voilà, plein de choses comme ça. D'ailleurs, ils n'ont pas conscience de ce qui est transmis. Hein. Moi-même, j'ai une fille, je n'ai pas conscience de ce que je transmets. Ne serait-ce même que dans le choix du prénom ou du surnom. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se transmettent. Très intéressant à analyser. Et après, votre psychisme accepte ou refuse. Et c'est là que le positionnement psychique que vous avez va énormément jouer, énormément intervenir. Et là, je vais vous parler de 3 axes différents. Je vous invite à bien écouter jusqu'à la 3e composante, les 3 parties, parce que la dernière, c'est vraiment une des parties très courantes et qui est assez méconnue quand on parle dans le développement personnel des mémoires transgénérationnelles. On parle pas souvent de cette partie-là, alors que pour moi, elle est vraiment ultra courante et vraiment importante. Le premier, ça va être l'identification. Quand le petit enfant vient au monde, au début, il s'identifie à la personne qui donne les soins. Donc, on appelle ça identification à la mère. Donc, ce que je veux dire par identification, on est au-delà d'une identification avec le personnage d'un livre, par exemple, d'un roman ou d'un film. On est vraiment sur une véritable confusion. C'est-à-dire que le petit enfant qui naît, à ce moment-là, il est très immature psychiquement. Il y a des choses qu'il n'a pas encore compris. Notamment, il n'a pas compris qu'il était un individu à part entière. En fait, c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment au cours de... Il faut plus d'1 an pour ça. Et dans cette confusion, donc il se confond même corporellement avec la mère. Et cette confusion, au bout d'un moment, normalement, comme je vous ai dit, elle s'arrête. Sauf que chez beaucoup de personnes, cette confusion, elle peut continuer un peu, à un certain degré. Et donc, s'il y a confusion, identification à la mère, ben on aura tendance à prendre aussi les mêmes problématiques. Si ma mère lui est arrivée telle maladie, telle problématique, telle souffrance, si moi je suis la mère, eh bien il m'arrive la même chose. Parce que la mère et moi, ben on est un peu la même personne. C'est une manière, ce qui est faux, hein, mais le fait de l'envisager comme ça, le psychisme, il va s'y coller. Vous pouvez pas savoir l'énergie que peut mettre votre inconscient à se conformer à une vision, à des croyances. Même si cette vision, même si cette croyance peut faire mourir, peut détruire par identification, on peut appeler ça aussi par loyauté, j'utilise plutôt le terme identification, une personne peut s'attirer par exemple un cancer et en mourir précocement. C'est pas rien, voilà. Ensuite, la deuxième chose, on est plutôt sur des injonctions castratrices. C'est-à-dire des attentes de la famille, il faut être comme ci, comme ça. Voilà, il y a une sorte d'injonction à ce que voilà, l'enfant prenne cette mémoire, reste dans une continuité familiale. Ces injonctions plutôt castratrices. Alors je dis castratrice, bah, tout simplement parce que c'est plutôt quelque chose qui nous porte pas, qui vous mène pas vers l'avant, plutôt quelque chose qui vous réduit, qui vous diminue, ça casse dans le sens, ça enlève quelque chose. Et après c'est pareil, tous les psychismes ne vont pas forcément tous se soumettre à des injonctions castratrices. Il y en a qui sont plus rebelles que d'autres. Et attention, c'est là-dessus aussi, il faut pas se mettre des leurres, c'est-à-dire que une personne qui paraît rebelle, dans une attitude de rébellion, dans un discours de rébellion, l'est pas forcément au niveau de ses injonctions. D'ailleurs, souvent c'est l'inverse. Quand même une personne qui a l'air toute calme, toute naïve, c'est pas forcément quelqu'un qui est soumis aux injonctions castratrices de la famille. Voilà, l'attitude de la personne peut être très trompeuse. On peut pas trop le voir dans la personnalité de la personne. Toutes ces injonctions, voilà, toutes ces injonctions, toutes ces choses, ça se met vraiment à l'inconscient. On peut pas le savoir comme ça en fait. Et la dernière chose, et c'est un cas vraiment très courant, donc vraiment restez, écoutez bien là. Donc la dernière composante, ça va être
je vais vous parler d'un état d'esprit inconscient, psychique, qui va se mettre dans un axe de sacrifice et de réparation. Alors, en fait, dans les mémoires transgénérationnelles, j'entends beaucoup parler de traumatismes qui vont se perpétuer. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire que dans les familles, oui, il y a de la souffrance, oui, il y a eu des personnes qui ont été victimes de certaines choses, complètement, mais il y a aussi des gens qui ont fait n'importe quoi, qui ont été hors la loi, qui ont volé, qui ont tué, qui ont menti, voilà, qui ont fait des choses qui sont pas très belles comme ça. Et en fait, tout le monde dans la famille a eu des personnes comme ça. Il y a aucune famille qui est complètement clean, comme on dit, sans rien à se reprocher. Et c'est très 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 gênant pour un inconscient familial. C'est très gênant, imaginons, d'avoir quelqu'un qui, durant la guerre 39-45, a fait de la collaboration. C'est très gênant d'avoir quelqu'un qui est un meurtrier. C'est très gênant d'avoir quelqu'un qui n'a pas respecté le tabou de l'inceste et il y a eu des actes sexuels au sein d'une même famille. Ou simplement avant, par exemple, le mariage était très important. Ça peut être très gênant aussi dans une filiation d'avoir des fois des naissances hors mariage. Voilà, des choses comme ça, où là va y avoir plutôt une recherche de réparation, comme de redorer le blason de la famille. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la personne qui est dans cet axe de réparation, donc c'est inconscient, hein, c'est vraiment très inconscient, elle va prendre sur elle la problématique et se dire, ok, moi je vais me punir, je vais me sacrifier, et comme ça, le problème sera, je rachète en gros les fautes de ma famille. C'est vraiment une position de sacrifice, mais c'est surtout, enfin le bénéfice, c'est une position de sauveur. Donc les personnes qui ont tendance, beaucoup là au niveau personnalité, à être un peu dans une posture de sauveur, à vouloir absolument aider, à se sentir responsable des autres, coupable un peu à n'importe quel moment, il y a fort à parier qu'il y a une position sacrificielle inconsciente très importante, avec une posture de sauveur très importante, et que ce mécanisme se fasse pareil à l'inconscient avec les mémoires transgénérationnelles. Et moi, ce que j'entends parfois, et que je me dis, oulala, ça va vraiment pas, les personnes qui se disent, je vais aller dans la thérapie, je vais nettoyer mes mémoires, couper avec mes mémoires transgénérationnelles, et ainsi je libère ma filiation. Désolée, hein, c'est pas du tout une moquerie, le prenez pas comme une moquerie, mais c'est vrai que c'est plus que, à mon point de vue, voilà, il y a quelque chose d'absurde, mais je vais quand même mettre un bémol à ce absurde, vous allez comprendre. Donc voilà, quand des personnes qui disent je vais libérer ma filiation, je vais libérer mes enfants, les enfants souvent ils ont déjà 15, 20 ans, voire plus, de ces mémoires. Les personnes qui disent ça, et honnêtement, je vous en veux pas, parce que moi-même j'y ai cru à un moment donné. On se rend pas compte à quel point là il y a une position, alors non seulement de sauveur, de sacrifice, je porte le fardeau pour tout le monde, mais aussi une position un peu de héros, et quelque part, un petit peu toute puissance également. Je m'explique. Alors quand je dis toute puissance, c'est pas la totale puissance, mais c'est s'attribuer un pouvoir qui est énorme. C'est moi je suis capable, je peux le faire, les autres vous n'avez pas été capables, vous êtes faibles. C'est vraiment une posture vachement dominante et vachement au-delà du sacrifice qui peut être bien vu parce qu'on a beaucoup empreint des religions où le sacrifice est souvent quand même quelque chose d'assez prenant, d'assez présent plutôt. Là, faut voir un peu le côté toute puissance. Et des fois je leur dis mais vos aïeux c'est fini pour eux, ils sont morts depuis longtemps. Vos ancêtres ils sont morts depuis longtemps. Vous allez les libérer de quoi? Et je dis vos enfants déjà vous ne savez pas quelle mémoire ils ont pris, ils ont pas pris. S'il faut, ils ont complètement refusé les mémoires que vous avez transmises. Et vos enfants, eh ben, ils ont fait leur choix. Après, là où je mets un bémol, c'est que c'est vrai que quand on fait vraiment un travail profond sur soi, comme je dis, les inconscients dans une même famille sont connectés, et on inscrit quand même cet amour de soi, ce travail sur soi, cette conscience sur soi, dans la famille, on inscrit une voie possible. Et effectivement, ça peut inspirer ensuite les autres générations à faire de même, ça ouvre une voie. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, vous n'allez pas avoir forcément, obligatoirement, un impact sur l'autre. C'est pas de la cause-conséquence. C'est pas parce que vous travaillez sur vous. Enfin, vous voyez, c'est là où on voit aussi
la confusion, parce que les 3 axes que je vous ai donnés, ils sont quand même assez en lien. Le premier axe d'identification et de confusion, on le retrouve là, dans cette composante de ce 3e axe. C'est-à-dire que moi et l'autre, c'est un peu pareil. Moi, je me libère, ça libère l'autre. Moi, je me libère, ça libère mon enfant. Donc, quelque part, on est les mêmes personnes. Non. Oui, il y a un lien. Oui, il y a un inconscient collectif, mais c'est sur un certain niveau. Sur le niveau, là, humain, vous êtes des personnes différentes. C'est pareil, ce que vous faites pour vous, ça va pas agir d'une manière complètement là, comme un effet direct, là, sur notre personne de votre famille. Quand vous travaillez pour vous, faites-le pour vous, sur vous, pour vous. Laissez tomber vos ancêtres, laissez tomber vos enfants, frères et sœurs et compagnie. Ça les regarde eux, en fait, finalement. Ça les regarde eux. Par contre, effectivement, ce qui va se passer quand vous travaillez sur vous, vous n'allez plus, transmettre ces mémoires déjà, et vous n'allez plus les diffuser, les divulguer avec l'implicite, avec vos choix, etc. Donc ça peut inciter à faire baisser, en tout cas ça active moins ces rapports-là inconscients. Mais ce que les autres ont pris ou quoi, ça les regarde eux en fait. Occupez-vous de vous déjà, occupez-vous de vous, et les gens font leur choix, ils sont capables. En fait, ils sont pas moins capables que vous, ils sont pas plus capables que vous. Pour venir mettre chacun sur un pied d'égalité. Des fois, on se rend pas compte parce que c'est des personnes souvent adorables, gentilles, comme je l'étais aussi, je le suis toujours. Mais on se rend pas compte en fait, on va être égaux, équitable, tout le monde sera, etc. Et en fait, on a une position vachement dans quelque chose d'un peu supérieur. Moi, je peux, moi, je suis capable, l'autre, il peut pas, il a pas été capable. Et moi, je peux, l'autre, il peut pas. Et ça, cette position, elle est pas bonne du tout. Et ça emmène vraiment un truc à prendre sur soi, à prendre sur son dos et à s'effondrer finalement. Donc au niveau des mémoires transgénérationnelles, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose déjà qui est compliqué à se rendre compte vraiment par soi-même tout seul. C'est important d'aller en thérapie pour ça. Enfin, pas forcément de faire que ça sur une thérapie, mais en tout cas d'avoir une autre personne qui vous aide là-dessus. Moi, je le fais évidemment dans mes consultations. Il y a d'autres personnes qui le font. Ensuite, mettez-vous en tête, en travaillant là-dessus, laissez de côté vos aïeux, les autres. Les autres, c'est pas vous. Les autres, ils prennent en charge ce qu'ils ont à prendre en charge. Occupez-vous de vous. Voilà. Vous ne pouvez pas libérer votre filiation. Ça, c'est du fantasme. Par contre, vous pouvez agir sur vous-même. Ça, oui. Et c'est recommandé. Et ensuite, attention à la position de victime. Dans votre filiation, il n'y a pas que des victimes, il y a aussi des bourreaux. Et il faut prendre en compte ça, en fait, cette indication. Parce que le fait de mettre un petit peu au conscient et de dire, ouais, peut-être dans ma filiation, il y a des gens qui ont fait vraiment du mal. Et ça n'a rien à voir avec moi. En fait, j'ai rien à réparer. Ce qui a été fait et c'est comme ça. Il n'y a pas de justice à faire. Il n'y a pas de réparation à faire. C'est la vie qui s'est déroulée comme ça, en dehors de vous, à un moment où vous étiez même pas là, même pas né. Les gens ont fait leurs choix, ils ont fait leurs expériences. Vous faites les vôtres. Il y a vraiment cette idée dans la mémoire transgénérationnelle, pour couper, c'est de revenir dans son temps. Quand on prend une mémoire transgénérationnelle, on prend en charge quelque chose qui ne nous concerne pas et qui n'est pas connecté à notre temps. C'est quelque chose de lié au passé, c'est quelque chose qui n'est plus là. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui va être de l'ordre de la pleine conscience, de l'ancrage, toutes ces pratiques-là, c'est des choses qui ont tendance à faire baisser, mine de rien, la charge de la mémoire émotionnelle, parce que vous vous réincarnez dans votre temps. Et quand on est vraiment centré dans son temps, ben on n'est plus centré sur des choses anciennes qui n'ont rien à voir avec vous. Voilà pour les mémoires transgénérationnelles. J'espère que j'ai été claire. C'est un sujet qui est pas forcément facile parce que là, voilà, on est vraiment sur des aspects un peu irrationnels, subtils. Donc voilà, j'espère que le message est bien passé et qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension de ce que j'ai pu avancer là. Évidemment, je ne peux pas tout traiter dans une vidéo. Il y a beaucoup à dire dans les mémoires transgénérationnelles. Je vous invite à me laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce que je vous ai dit? Vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement. Je veux dire, moi aussi, je suis passée par là. J'y passe encore.
Enfin, je veux dire, ces fantasmes-là de réparation, etc. Quand vous êtes construit dessus, ça va pas se défaire d'un seul coup. C'est un chemin à apprendre. Et voilà, pour tout le monde, quoi. Évidemment, pas de jugement sur vous-même. Vous êtes reconnu sur certaines choses, pas vous dire « Oh là là, mais je fais n'importe quoi ». Non, non, non. Enfin, vraiment, prenez-vous avec douceur et bienveillance. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.